Ma mère a organisé un dîner de famille, puis elle a annoncé « Nous avons décidé de la retirer du testament ». Ils ont tous porté un toast sans moi. J'étais assise là, retenant mes larmes. Puis l'avocat est entré avec des documents et a dit « En fait, c'est elle la seule qui reçoit quelque chose ». La pièce est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais assise à la longue table de salle à manger en chêne de la maison de ma mère, entourée des gens que j'avais aimés toute ma vie. Les verres en cristal tintaient et les rires flottaient dans l'air. Tout le monde semblait si à l'aise, si sûr de sa place. Tout le monde, sauf moi. Lorsque ma mère s'est levée et a levé son verre, j'ai pensé, peut-être, juste peut-être, qu'elle allait dire quelque chose de gentil, quelque chose qui me rappellerait que je faisais toujours partie des leurs. Au lieu de cela, elle a souri doucement, d'un geste désinvolte de la main, elle a dit « Nous avons décidé d'exclure Sadie du testament ». Les mots m'ont frappé comme une gifle en plein visage. Mon frère Ethan a rejeté la tête en arrière et a ri. Sa femme, Chloé, le regardait avec un grand sourire, comme s'il venait de gagner un prix. Mon père a baissé les yeux vers son assiette. Même mon grand-père a hoché lentement la tête en signe d'approbation. Puis ils ont levé leurs verres, tous autant qu'ils étaient, et ont porté un toast à mon exclusion, à mon effacement, alors que j'étais là, figé, tenant mon verre, incapable de le lever, respirant à peine. Je sentais les larmes me piquer les yeux, mais je les ai refoulées de toutes mes forces. Juste au moment où je pensais que l'humiliation était totale, la porte d'entrée s'est ouverte. Notre avocat de famille, Monsieur est entré, tenant un épais dossier dans une main. Il ne souriait pas. Il ne les a même pas regardés. Il est venu directement vers moi et a dit « En fait, Sadie est la seule à recevoir quoi que ce soit ». La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Je suis restée assise là, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait me briser les côtes, tandis que le monde que je croyais connaître volait en éclats juste sous mes yeux. C'était l'une de ces soirées d'automne fraîche qui me rendait toujours nostalgique. Le ciel était déjà sombre lorsque je suis arrivé chez mes parents. Leur propriété ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, parfaitement polie, assez grandiose pour impressionner les voisins, assez froide pour se demander si quelqu'un vivait réellement à l'intérieur. Je suis restée assise dans ma voiture un moment, les mains agrippées au volant, essayant de me ressaisir. Je n'étais pas rentré depuis des mois. Les choses étaient tendues entre nous depuis des années. Mais ce soir, une petite partie de moi voulait croire que ce dîner était un signe que les choses allaient mieux. À l'intérieur, la maison sentait la dinde rôtie et le pain chaud, comme à chaque fête quand j'étais enfant. Pendant une seconde, j'ai presque eu l'impression de revenir au bon vieux temps. Je me suis laissé croire au mensonge que, peut-être, j'entrais dans une famille à qui j'avais manqué. J'ai lissé ma robe, forcé un sourire et suis entré. Ma mère, Linda Monroe, se tenait à l'entrée de la salle à manger. Elle semblait immaculée comme toujours, ses cheveux parfaitement coiffés, ses perles brillant contre sa robe noire. Elle m'a accueilli avec un baiser sur la joue qui a à peine effleuré ma peau. Ses yeux m'ont scanné rapidement, comme on inspecterait un colis pour voir s'il est endommagé. « Sadie », a-t-elle dit, sa voix plaisante mais vide. « Si contente que tu aies pu venir. » J'ai hoché la tête et murmuré quelque chose de poli, même si mon estomac se nouait déjà. Mon père, Walter Monroe, m'a adressé un petit sourire fatigué depuis son siège en bout de table. Il avait toujours été le silencieux, l'homme qui suivait les directives de ma mère sans poser de questions. À côté de lui était assis mon frère aîné, Ethan, vêtu d'un costume élégant, même si ce n'était qu'un dîner de famille. Sa femme, Chloé, était perchée à côté de lui, cheveux brillants et rouges à lèvres éclatants, sa main enroulée de manière possessive autour du bras d'Ethan. À l'autre bout de la table était assis mon grand-père, George, un homme qui croyait que la force se mesurait à la force avec laquelle on pouvait rejeter les sentiments des autres. Son regard sévère m'a parcouru une fois avant de retourner à son verre de bourbon. J'ai pris place sur la seule chaise libre, juste au bout, la place où je semblais toujours finir, l'exception, la pièce rapportée. Le dîner a commencé comme toujours, avec des conversations superficielles sur des affaires commerciales, des maisons de vacances et les réussites de chacun. Ethan s'est vanté d'une récente promotion. Chloé est intervenue au sujet du nouveau yacht qu'ils envisageaient d'acheter. Ma mère hochait la tête avec approbation à tout cela, son visage s'illuminant de fierté chaque fois qu'Ethan parlait. Lorsqu'ils ont tourné leur attention vers moi, c'était poli mais bref. Ma mère a demandé comment se passait l'enseignement sur le même ton qu'elle aurait demandé la météo. Avant que je puisse répondre, Chloé m'a interrompu avec une histoire sur une nouvelle école privée coûteuse qu'elle envisageait pour leurs enfants. L'implication était claire.
Ma vie était petite, ordinaire, quelque chose à reconnaître poliment puis à dépasser. J'ai souri malgré tout. J'étais devenu doué pour ça au fil des années, souriant aux compliments détournés, aux hochements de tête condescendants, à la ligne invisible qu'ils traçaient toujours entre eux et moi. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. J'étais fier de ma vie. J'étais fier du travail que je faisais, même s'il ne s'accompagnait pas de yachts et de stock options. Pourtant, assise là, je ressentais cette douleur familière dans la poitrine. Je voulais faire partie des leurs. Je voulais être assez bien pour eux. Peu importe combien de fois je me disais que je m'en fichais, une partie de moi espérait toujours qu'un jour, ils me regarderaient comme ils regardaient Ethan. Alors que les assiettes étaient débarrassées et que le vin coulait à flot, ma mère s'est levée de sa chaise. Elle a tapoté son verre légèrement avec une fourchette et la pièce s'est tue. Elle se tenait là, souriant chaleureusement à nous tous, et a dit qu'elle avait une annonce importante à faire. Je me suis redressé un peu. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était peut-être ça. Peut-être qu'elle allait me dire qu'elle était fière de moi. Peut-être que toute la distance, toute la douleur allait être réparée par quelques mots gentils. Mon cœur battait la chamade. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Même Ethan semblait curieux. Mon père fixait sa serviette et mon grand-père remuait sur son siège. J'ai retenu mon souffle. Je voulais croire que cette famille avait encore une place pour moi. Je voulais croire que, malgré tout, l'amour pouvait encore gagner. Je n'avais aucune idée que dans les minutes suivantes, ils allaient briser ce qu'il restait de mon cœur sans même scier. Ma mère se tenait droite en bout de table, une main posée légèrement sur le dossier de la chaise de mon père. Son sourire ne vacillait jamais. C'était le même sourire qu'elle utilisait lors des déjeuners au country club et des galas de charité. Poli et soigné, complètement détaché de toute réalité. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir, a-t-elle commencé, sa voix calme et posée. Cette famille signifie tout pour nous et Walter et moi avons fait une planification importante pour l'avenir. Autour de la table, les têtes hochaient avec approbation. Chloé a ajusté le bracelet en diamant à son poignet, accrochant la lumière. Ethan s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés sur la poitrine, l'air satisfait, comme s'il savait déjà que l'annonce à venir jouerait en sa faveur. Je me suis forcé à rester immobile, même si mes mains tremblaient légèrement sous la table. Ma mère a continué, sa voix doucereuse. Nous avons pris des décisions difficiles concernant le domaine, des décisions qui reflètent les valeurs et les priorités de notre famille. Elle a fait une pause, prenant une gorgée délicate de son verre de vin. Mon estomac se tordait. Nous pensons qu'il est important de récompenser ceux qui ont continué à honorer l'héritage Monroe, ceux qui ont contribué au nom de la famille, qui nous ont rendus fiers. Dans cet esprit, nous avons décidé que Sadie ne serait plus incluse dans le testament. Pendant un moment, les mots n'avaient aucun sens. Ils flottaient dans l'air comme de la fumée, et je n'arrivais pas à les saisir. J'ai cligné des yeux en la regardant, puis mon père, Ethan et Chloé. Ethan a laissé échapper un rire bref et sec, comme s'il s'était retenu. Le sourire de Chloé s'est élargi pour devenir triomphant. Enfin, a murmuré Ethan dans sa barbe, assez fort pour que tout le monde l'entende. Mon père n'a rien dit. Il a simplement tendu une main tremblante vers son verre de vin et a bu une longue gorgée. Mon grand-père a fait un signe de tête bourrue comme pour dire qu'il était grand temps que quelqu'un corrige l'erreur de la famille. Chloé a levé son verre. « À la famille », a-t-elle dit joyeusement. Les autres ont suivi, leur verre levé haut, portant un toast, célébrant juste devant moi. Je suis restée assise là, mon verre toujours posé sur la table. Je ne pouvais pas bouger. Je pouvais à peine respirer. L'humiliation m'a frappé plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas juste la trahison. C'était la façon dont il l'avait rendue si publique, si décontractée, comme si m'exclure n'était pas plus significatif que de réorganiser les meubles. Chloé s'est penchée par-dessus la table, sa voix écœurante de douceur, sans rancune, n'est-ce pas, Sadie? J'ai ouvert la bouche pour parler, mais ma gorge était serrée. J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais trouver aucun mot qui ne me briserait pas davantage. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Je voulais me lever et leur demander comment ils pouvaient me faire ça, comment ils pouvaient prétendre que je n'avais jamais fait partie des leurs. Mais je suis restée assise. Je suis restée silencieuse. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose se briser, quelque chose qui était fragile depuis longtemps. J'ai pensé à toutes les années passées à essayer de les rendre fiers. Les soirées où je restais tard après le travail pour donner des cours particuliers à des enfants qui savaient à peine lire. Les heures passées à faire du bénévolat dans des refuges au lieu de faire du réseautage lors d'événements chics. Rien de tout cela n'avait jamais suffi. Pour eux,
Le succès signifiait le pouvoir, l'argent et la réputation. J'avais choisi une vie différente, plus petite à leurs yeux. Et pour cela, j'étais jetable. Les conversations ont repris autour de moi, décontractées et légères, comme si je n'étais plus là. Ils parlaient de projets de vacances, d'expansion d'entreprise, de choses dont je ne ferais jamais partie. J'étais assise au bord de la table, une étrangère regardant à l'intérieur, essayant d'être invisible pour avoir moins mal. Mais la douleur m'a trouvé quand même. Alors que je fixais mon assiette, poussant la nourriture sans en goûter une bouchée, j'ai senti un changement profond à l'intérieur, une petite braise de colère. Pas le genre sauvage et destructeur, mais le genre lent et constant qui alimente la survie. S'ils pensaient pouvoir me briser, ils avaient tort. J'ai avalé difficilement, essuyé mes paumes sur ma serviette et levé le menton. Je ne supplierai pas. Je ne pleurerai pas devant eux. S'ils voulaient que je disparaisse de leur monde, je le quitterais la tête haute. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que le rejet était complet, mais le destin était sur le point de livrer une surprise qu'aucun d'entre eux ne verrait venir. La conversation bourdonnait autour de moi comme un essaim d'abeilles, mais je n'entendais rien. J'étais assise là dans un silence stupéfait, me sentant plus petite à chaque seconde, mais quelque part sous le choc, quelque chose en moi s'est endurci. J'avais passé la majeure partie de ma vie à courir après leur approbation, à me mesurer à des normes auxquelles je n'avais jamais adhéré, essayant d'être quelqu'un qu'ils pourraient respecter. Ce soir, il était brutalement clair qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour changer la façon dont ils me voyaient. Rien de ce que je ferais ne serait jamais assez pour eux. J'ai placé mes mains soigneusement sur mes genoux pour cacher le léger tremblement. Je me suis concentré sur ma respiration, régulière et profonde, comme je le faisais quand je devais présenter des leçons à une classe difficile. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Alors que le dîner s'éternisait, j'ai ignoré la conversation sur les maisons de vacances et les investissements d'entreprise. Leur monde resserrait les rangs, m'enfermant dehors comme si je n'en avais jamais fait partie. Très bien. S'ils voulaient m'effacer, je m'assurais de partir avec ma dignité intacte. J'ai regardé autour de la table une dernière fois, voyant chaque visage sous la lumière dure et impitoyable de la vérité. Ma mère, avec son masque parfait de grâce et de cruauté. Mon père, silencieux et complice. Mon frère jubilant comme si ma douleur était sa victoire. Chloé perché à ses côtés, sirotant son vin avec un triomphe délicat. Mon grand-père, grisonnant et indifférent aux dégâts qu'il aidait à causer. Je méritais mieux que ça. Je ne m'en dirais pas des miettes auprès de gens qui m'avaient montré si peu d'attention. Je ne resterai pas petite pour correspondre à l'idée qu'ils se faisaient de qui je devrais être. Je me suis redressée sur ma chaise, pliant ma serviette proprement et la posant sur la table. Je voulais me lever et partir, sortir dans la nuit sans un mot, mais quelque chose m'a arrêté. Un brin de fierté obstinée, peut-être. Une voix intérieure qui disait « Attends ». Un coup sec a résonné à la porte d'entrée. Toutes les têtes à la table se sont tournées. Pendant un moment, personne n'a bougé. Ma mère a froncé les sourcils, clairement agacée par l'interruption. Mon père a posé sa fourchette avec un léger tintement. Le majordome, un homme qui faisait partie de la maison depuis plus longtemps que je n'étais en vie, a traîné les pieds hors de la pièce pour répondre. La conversation a repris, maladroite et tendue, mais elle a vacillé au moment où M. Carson est entré dans la salle à manger. Monsieur était notre avocat de famille, un homme toujours vêtu de costume sur mesure et qui se comportait avec l'assurance froide de quelqu'un qui connaissait trop de secrets. Ce soir, il tenait un épais dossier en cuir sous un bras, l'expression sérieuse. Le sourire de ma mère s'est crispé. « Carson, nous ne vous attendions pas », a-t-elle dit, sa voix dérapant légèrement. Monsieur lui a fait un bref signe de tête. « Toutes mes excuses pour la surprise, Linda. On m'a demandé de livrer quelque chose ce soir. » Il s'est tourné et m'a regardé directement. Son regard était stable, respectueux. J'ai agrippé le bord de la table. Il se passait quelque chose. Je pouvais le sentir, lourd dans l'air comme les secondes avant qu'un orage n'éclate. Monsieur s'est déplacé pour se tenir à côté de ma chaise. Il a posé le dossier sur la table et l'a ouvert, révélant une pile de documents avec des sceaux officiels. Mon bureau a reçu des instructions d'Eleanor Monroe avant son décès, a-t-il dit. Sa voix était claire et forte. Elle a demandé que son patrimoine personnel, séparé de la fiducie familiale, soit transféré à son unique bénéficiaire à sa mort. Il a fait une pause, et la salle a retenu son souffle. Ce bénéficiaire, a-t-il dit en se tournant légèrement pour faire face aux autres, c'est Sadie Monroe. Un silence stupéfait s'est abattu sur la table. J'ai senti les mots me frapper comme une vague.
Pendant un instant, je ne pouvais pas les traiter. J'ai regardé monsieur, puis les papiers, puis les visages autour de moi. La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait, aucun son n'en sortait. La main de mon père s'est figée à mi-chemin de son verre. Ethan me regardait bouche bée, sa suffisance effacée de son visage. Chloé clignait rapidement des yeux, comme si elle essayait de donner un sens à ce qu'elle venait d'entendre. Mon grand-père a posé son bourbon avec un bruit sourd, le visage s'assombrissant. Je suis resté très immobile, mon cœur martelant contre mes côtes. Monsieur a continué, insensible à la tension qui étranglait la pièce. La fortune privée de Madame Monroe, totalisant un peu moins de 5 millions de dollars, sera transférée au nom de Sadie immédiatement. C'était ses volontés, entièrement légales et contraignantes. J'ai tous les documents prêts pour la signature ce soir. J'ai avalé difficilement. Je sentais une centaine d'émotions me griffer l'intérieur. Choc, incrédulité, chagrin, une joie étrange et terrible. Pour une fois, quelqu'un m'avait vu. Pour une fois, quelqu'un avait cru que je valais quelque chose sans que j'aie à le gagner par des notes parfaites, des apparences soignées ou des rêves sacrifiés. J'ai redressé mes épaules. J'avais passé toute ma vie à penser que c'était moi qui avais besoin de leur approbation. Ce soir prouvait la vérité. C'était eux qui avaient perdu quelque chose de précieux. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chacun d'eux tour à tour. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. Le silence disait tout. Le silence s'est étiré si longtemps qu'il a commencé à faire mal. Je suis resté immobile, sentant le poids de chaque regard me brûler la peau. Ma mère a été la première à se reprendre. Elle s'est raclé la gorge, ses mains lissant la nappe dans un geste automatique désespéré. « Il doit y avoir une erreur », a-t-elle dit sèchement, la voix cassante. Sadie n'a jamais été destinée à gérer quelque chose de cette ampleur. Elle voudrait que la famille s'en occupe. Monsieur est resté impassible. Madame Monroe a été très claire. Elle a modifié sa planification successorale personnelle elle-même. J'en ai été témoin. Ses volontés étaient de tout laisser directement à Sadie sans aucune supervision. Mon père a essayé de parler mais a abandonné au milieu de sa phrase. Sa main tremblait légèrement alors qu'il tendait la main vers son verre à nouveau, le renversant. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme une blessure qui s'étend. Ethan a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Son visage était rouge, d'une nuance dangereuse. « C'est ridicule », a-t-il lancé en foudroyant monsieur et du regard. Grand-mère ne nous aurait jamais exclus. Elle nous aimait tous. Elle aimait ceux qui la traitaient comme de la famille, a dit monsieur et calmement. Elle a pris sa décision basée sur des actes, pas sur les liens du sang. Ethan a ensuite tourné sa colère vers moi, les yeux plissés avec une fureur qui m'a presque fait tressaillir. « Qu'est-ce que tu as fait, Sadie? Quel genre de tour as-tu joué ?» Je me suis levé lentement. Mon cœur battait fort, mais ma voix est sortie stable quand j'ai répondu. Je l'aimais. J'écoutais ses histoires. Je lui rendais visite quand personne d'autre ne prenait la peine de le faire. C'est tout ce que j'ai jamais fait. Ethan avait l'air de vouloir en dire plus, mais Chloé lui a saisi le bras, chuchotant avec urgence à son oreille. Elle avait l'air de quelqu'un qui savait que la bataille était déjà perdue. Mon grand-père restait assis en silence, fixant son verre de bourbon vide. Il avait bâti toute sa vie sur la fierté et la loyauté au nom de la famille. En le regardant maintenant, petit et vaincu, j'ai ressenti un pincement de tristesse qui m'a surprise. Ma mère était toujours assise rigide en bout de table, son visage figé dans un masque froid et furieux. Monsieur a poussé le dossier vers moi. Si vous êtes prête, Sadie, vous pouvez signer les documents. Je peux les déposer ce soir. J'ai regardé les papiers. Le jargon juridique remplissait les pages, mais le sens était clair. Pour une fois, j'avais été choisi. Non pas pour ce que je pouvais donner, non pas pour la façon dont je m'intégrais dans leur petit monde parfait, mais simplement pour qui j'étais. J'ai pris le stylo d'une main ferme. J'ai signé mon nom au bas de la page, chaque trait d'encre semblant plus lourd, plus définitif que le précédent. Quand j'ai fini, monsieur a hoché la tête avec approbation et a commencé à remballer ses affaires. La table est restée silencieuse comme la mort. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai fait face une dernière fois. Vous avez clairement montré ce soir ce que vous pensez de moi, ai-je dit, ma voix calme et inébranlable. Vous avez porté un toast pour m'exclure sans une seconde pensée. Vous avez célébré mon absence comme si c'était une sorte de prix. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais été le problème. J'ai juste arrêté de prétendre que votre approbation valait la peine d'être poursuivie. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer.
J'espère que vous profiterez de tout ce que vous avez lutté si fort pour garder. J'espère que cela vous apportera le bonheur que vous n'avez jamais semblé capable de trouver. Ma mère a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Non. Vous en avez déjà assez dit. Sans attendre de réponse, je me suis retourné et suis sorti de la salle à manger. Chaque pas semblait plus léger que le dernier. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti dans l'air vif de la nuit. Les étoiles s'étendaient larges et brillantes au-dessus de ma tête, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. La porte a claqué derrière moi, étouffant le chaos qui éclatait à l'intérieur. J'ai descendu la longue allée la tête haute. J'étais venu ici en espérant être accepté. Je repartais avec quelque chose de bien meilleur. J'avais ma liberté. J'avais mon avenir. Et j'ai enfin compris que l'amour que j'avais passé ma vie à chercher ne viendrait jamais de gens qui ne m'appréciaient que lorsque je rentrais dans leur moule étroit. La vie devant moi était grande ouverte, et cette fois, c'était à moi de la façonner selon mes propres termes. J'ai souri en atteignant ma voiture. Pas le genre de sourire brisé que j'avais l'habitude de porter, mais un vrai. Ce soir était censé être ma fin. Il s'est avéré être mon commencement. Le moteur de ma voiture a vrombit alors que je sortais de la longue allée. J'ai regardé la maison rétrécir dans mon rétroviseur. Les grandes fenêtres brillaient chaudement contre le ciel nocturne. Autrefois, cette maison avait tout signifié pour moi. Elle avait été le symbole de l'appartenance, du foyer, de la famille. Ce soir, ce n'était rien d'autre qu'un monument à une vie dont je ne voulais plus faire partie. J'ai conduit sans destination pendant un moment, laissant les lumières de la ville devenir floues autour de moi. Mes mains ont tremblé pendant les premiers kilomètres, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline qui courait encore en moi. J'ai repassé le dîner dans mon esprit. Chaque sourire cruel, chaque toast vide, chaque regard de choc quand monsieur a parlé. C'était surréaliste. J'avais l'impression de m'être enfin réveillé d'un long rêve douloureux. Je me suis garé dans un petit parc vide et j'ai coupé le moteur. Le calme était écrasant. Je suis resté assise là dans le noir, respirant le calme, le laissant s'installer profondément en moi. Pour la première fois depuis des années, je ne portais pas le lourd fardeau de leurs attentes. Pour la première fois, je n'étais pas piégé à essayer de gagner une place à une table où l'amour était assorti de conditions. Les larmes sont finalement venues, mais ce n'étaient pas les larmes de tristesse que je craignais. C'étaient celles qui viennent quand on réalise qu'on a survécu à quelque chose qu'on pensait destructeur. Je les ai laissées couler, laissant chacune emporter l'amertume à laquelle je refusais de m'accrocher plus longtemps. Ils avaient essayé de m'effacer ce soir. Ils avaient essayé de me porter un toast hors de leur vie sans une seconde pensée. Au lieu de cela, ils m'ont montré une vérité que j'avais eu trop peur d'affronter. Leur amour avait toujours été conditionnel. Leur acceptation avait toujours été fragile, reposant sur ma capacité à répondre à leurs normes impossibles. J'ai passé tant d'années à essayer de changer pour eux, à me rétrécir et à me tordre dans des formes qu'ils trouvaient plus acceptables. Ce soir, j'ai compris qu'aucun succès, aucune somme d'argent ou réalisation ne me rendrait jamais assez bien à leurs yeux. Et ce n'était pas mon échec. C'était le leur. Ma grand-mère avait vu ce qu'ils ne pourraient jamais voir. Elle a vu ma valeur sans condition. Elle m'a laissé un cadeau bien plus grand que l'argent. Elle m'a laissé la liberté. Elle m'a donné la permission de partir, de construire une vie qui était la mienne seule, pas une vie assemblée à partir de morceaux de leur approbation. J'ai pensé aux élèves que j'enseignais, aux vies que je touchais chaque jour d'une manière qu'aucun portefeuille d'action ou yacht ne pourrait jamais mesurer. J'ai pensé aux fins de soirée passées à corriger des copies, aux après-midi passés à aider un enfant que tout le monde avait abandonné à croire enfin qu'il était intelligent. J'ai pensé à la vie que je m'étais construite, simple, mais pleine de sens réel. Leur monde m'avait rejeté, mais j'avais trouvé quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais. Un but, de la gentillesse, un vrai succès. J'ai essuyé mon visage et j'ai regardé le ciel. Les étoiles étaient nettes et infinies au-dessus de moi. Elles avaient été là tout le long, stables et sûres, que je les remarque ou non. J'ai souri, un vrai sourire plein qui atteignait le plus profond de moi. J'étais libre. Je n'avais pas besoin de leur héritage pour valider ma valeur, même si je l'utiliserais sagement. Je paierais mes dettes. Je voyagerais. Je lancerais l'association à but non lucratif dont je rêvais depuis des années. Celle qu'ils disaient toujours insensée parce qu'elle ne me rendrait pas riche. Je vivrais une vie qui honorerait la gentillesse que ma grand-mère avait vue en moi. Ils pouvaient garder leur victoire vide, leur jeu sans fin de statut et d'approbation. J'avais gagné la seule chose qui comptait. Je m'étais trouvé. Alors que j'étais assise là, sentant la nuit m'envelopper comme une couverture chaude, je me suis fait une promesse.
Je ne mesurerai plus jamais ma valeur selon les normes de gens qui n'aimaient que la version de moi qu'ils pouvaient contrôler. Je ne m'assiérai plus jamais à une table où mon cœur n'était pas le bienvenu. La famille ne se construit pas par le sang. Elle se construit par l'amour, par le respect, par le choix d'être là les uns pour les autres sans condition. Je trouverai ma famille et les amis que j'aimais, les étudiants que je mentorais, les communautés que je choisissais. Je construirai une nouvelle table et tous ceux qui s'y asseoiraient sauraient qu'ils suffisent juste comme ils sont. J'ai redémarré le moteur, me sentant plus légère, plus forte. La route s'étendait devant moi, large et ouverte. Ce n'était pas la fin que ma famille avait prévue pour moi. C'était le début de la vie que j'étais toujours destiné à vivre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti comme si vous n'étiez pas à votre place, si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre valeur n'a jamais dépendu de l'approbation de quelqu'un d'autre. Et ce ne sera jamais le cas. Vous méritez un amour qui ne vient pas avec des conditions. Vous méritez de construire une vie qui vous rend fier. Même si personne d'autre n'applaudit pour vous, surtout à ce moment-là. Si cette histoire vous a touché, si vous avez vu un morceau de votre propre parcours dans le mien, prenez un moment pour aimer la vidéo. Cela aide plus que vous ne le pensez. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire aussi. J'adorerais la lire. Et si vous voulez entendre plus d'histoires vraies sur la résilience, la guérison et la façon de trouver votre propre chemin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Il y a tellement plus que je veux partager avec vous. Merci encore d'être ici. Vous n'êtes jamais seul.